Bonjour à tous et bienvenue pour ce tout premier épisode du podcast d'Héritage. Héritage, c'est une association qui veut faire aimer l'histoire, la culture et le patrimoine aux jeunes. C'est aussi la culture par les jeunes et pour les jeunes. Alors n'hésitez pas à venir découvrir tous nos autres contenus sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. Merci de nous rejoindre et c'est parti pour découvrir un épisode de l'histoire carolingienne. Massacre, chaos, villes et villages en feu. Voilà à quoi ressemble notre France des monastères en 799. L'an 799, l'an des Vikings et de leurs dracars, l'empire de Louis le Pieux, puis de Charles le Chauve, résiste peu face à ces envahisseurs du Nord. Ces païens, ces marchands, ces commerçants venus de Scandinavie n'ont aucune pitié. Ils remontent les fleuves à bord de leurs sombres dracars, illuminés de torches. On ne perçoit qu'au dernier moment leur corps, leur tête couverte d'une peau de loup, leur regard déterminé et plein de hargne. Saint-Philibert de Noirmoutier, première abbaye à tomber, premier raid rapide et inattendu, premier moine témoin de l'horreur. Il fuit vers l'ouest pour ne pas être tué. Il fuit avec la relique de leur fondateur, Saint-Philibert. Mais avant de vous raconter cette histoire, il faut expliquer le contexte. L'époque carolingienne s'étend de 751 à 987. Elle est marquée par le rayonnement de la religion chrétienne dans le monde occidental et par une effervescence constructrice jamais atteinte. Dans le royaume de France, églises et monastères fleurissent au gré des conquêtes de Charlemagne et de Louis le Pieux. La papauté soutient cette expansion et différentes règles viennent régir la vie des monastères. On connaît par exemple le Codex Regularum, initié par Benoît d'Aniane au début du IXe siècle, qui unifie l'ensemble des différentes règles monastiques et deviendra la règle bénédictine. Depuis le XIXe siècle, cette période de renouveau culturel et artistique est connue comme la Rénovatio carolingienne. C'est à l'historien Jean-Jacques Ampère que l'on doit cette expression. De nombreuses constructions vont accompagner cette réforme. Entre le IVe et le IXe siècle, ce sont 1566 édifices chrétiens qui sont construits sur tout le territoire. Le développement de ces édifices s'accompagne d'un culte des reliques grandissant. Les monastères poursuivent une quête, celle de réunir les objets des saints et ainsi créer d'importants lieux de pèlerinage. Mais l'histoire de ces reliques peut s'avérer mouvementée. Chaque objet, chaque partie du corps d'un saint prend une dimension sacrée, et les moines sont prêts à tout pour les conserver au sein de leur monastère. Et comme nous vous le disions en introduction, ceux du monastère de Noirmoutier en savent quelque chose. En fait, tout débute en 676, lorsque le moine bâtisseur, Philibert, fonde sur l'île d'Hiérault, ancien nom de Noirmoutier, son monastère. Philibert, également fondateur de l'abbaye de Jumièges en Normandie, a la réputation d'être un thaumaturge, c'est-à-dire qu'il accomplit de nombreux miracles, en particulier des guérisons. Le moine s'éteint sur l'île d'Hiérault en 685, et il est inhumé dans son monastère, où sa sépulture restera jusqu'en 836. Jusqu'à la fin du 8e siècle, le corps de Saint-Philibert reste paisiblement sur l'île, veillé par les moines. Mais à partir de 799, il est relaté par Alcuin, grand ami et conseiller de Charlemagne, que des raids frappent les îles de l'Atlantique du côté de l'Aquitaine. Bientôt, les raids s'intensifient et les Vikings s'enhardissent, n'hésitant plus à investir des endroits plus fréquentés et à remonter les fleuves pour attaquer plus profondément dans les terres. Étonnamment, ces hommes du Nord évitent les batailles tant que possible. Guidés par leur soif de butin, ils procèdent à des razzias. Ils arrivent par les voies navigables, généralement de nuit, puis pillent et saccagent les territoires peu défendus. Les monastères constituent les cibles principales des Vikings. En effet, ils renferment des biens précieux, peu volumineux et rémunérateurs. Crucifix, calices, ciboires incrustés de pierres précieuses par exemple. Comme ils sont païens, ils n'ont aucun scrupule à voler ces objets sacrés. Face à ces razzias, les communautés monastiques sont forcées d'abandonner leurs bâtiments pour mettre leurs trésors à l'abri. Et c'est ce que vont faire les moines de Noirmoutier. Les Vikings arrivent à partir de 820 pour exploiter la position stratégique de l'île à l'embouchure de la Loire et y créer un avant-poste. Les moines sollicitent alors le roi Louis le Pieux et le supplient de créer un nouveau monastère dans les terres, pouvant leur servir de refuge. C'est ainsi que le monastère de Déas,
aujourd'hui situé à Saint-Philibert de Grandlieu, non loin de Nantes, voit le jour. Les moines s'y réfugient tous les étés, lorsque les dracars reviennent, mais les assauts répétés des Vikings contraignent les moines à abandonner définitivement l'île en 836 pour rejoindre Déas. Cependant, il n'est pas question d'abandonner le corps du saint aux mains des hommes du Nord. Après avoir reçu les autorisations ecclésiastiques nécessaires, ils emportent avec eux le corps de leur saint patron, relique à sauver, coûte que coûte. Un moine, du nom d'Hermantère, retrace l'abandon du monastère d'Hiérault et le périple des reliques dans 2 livres intitulés « Les miracles de Saint Philibert ». Le transport de l'encombrant mobilier du monastère et le corps du saint est une véritable épreuve pour les moines. Le corps de Saint Philibert est mis en sarcophage avec le plus grand soin, déposé sur un bateau, voguant alors vers le continent. À leur arrivée, une foule de pèlerins les attend pour recevoir les grâces du saint guérisseur. Le 11 juin 836, après quelques jours de marche, les moines arrivent finalement à Déas où une messe est célébrée. Tout au long de la route, des miracles sont accomplis et des guérisons sont octroyées. Hermantère relate en partie ce périple. On peut lire dans son livre « Le 7e jour du mois de juin, le lieu de la sépulture ayant été creusé, le corps très saint fut élevé avec le tombeau vénérable dans des champs de gloire. Il fut placé sur un navire, poussé par un vent du nord-ouest, et à l'issue d'un voyage tourmenté, il fut porté vers le port de la Fourche. Là, les prêtres, les diacres et les moines le placèrent sur leurs épaules et le portèrent à sa villa de Lampan, où il fut placé dans l'église. Une fois installés à Déas, les moines vivent une période de tranquillité, mais le répit sera de courte durée. À partir des années 840, les Normands remontent plus profondément les fleuves, la Loire en particulier, mais aussi la Garonne et la Charente. Ils s'attaquent aux routes commerciales faisant transiter leur butin par ces fleuves. Naturellement, ils se mettent à piller autour du monastère de Déas, sur les bords de la Loire, voie essentielle au transport de marchandises. Au cours des années 850 et 860, ce phénomène s'accentue encore et la situation politique instable du royaume de France ne permet pas de contrecarrer les plans vikings. Les villes de Nantes, puis d'Angers et de Tours sont pillées au fil de leur progression dans les terres. L'île d'Hiérault, quant à elle, est devenue un avant-poste, servant à stocker richesses et prisonniers. Concernant nos moines, ils vont à nouveau être contraints de migrer. En 847, l'abbé Ibolde sollicite Charles le Chauve, devenu roi en 845, pour l'aider à établir sa communauté dans un lieu sûr. Il parvient à obtenir les terres suffisantes à proximité de Cuno, non loin de Saumur. Les reliques sont finalement transportées à Cuno vers 858, face à la persévérance toujours plus insistante des Vikings, qui pillent et séjournent régulièrement dans les abbayes. Hermantère raconte d'ailleurs l'urgence de mettre le corps en lieu sûr. On lit encore une fois dans son livre « Comme aucun refuge ne se présentait ici et ailleurs, nous pouvons l'emporter avec nous dans nos déplacements, le corps très saint fut emporté, presque arraché subrepticement des mains des Normands, plutôt que transporté avec des chants de gloire, et fut placé au lieu célèbre appelé Cuno, puisque cela était nécessaire, à la condition pourtant qu'il puisse être transféré vers un autre lieu. En effet, Cuno n'était qu'une étape transitoire vers un lieu encore plus avancé dans les terres. Après 4 ans là-bas, les moines doivent une nouvelle fois s'exiler, car les bords de la Loire restent en proie aux incursions normandes répétées. 26 ans après leur départ de Noirmoutier, le 1er mai 862 au petit matin, chargés du sarcophage de Saint-Philibert, les moines prennent la route en direction du Poitou. Là-bas, le roi Charles le Chauve leur a fait don du monastère de Messé. Leur périple dure 3 jours. Ils arrivent un dimanche, après plusieurs escales ponctuées de miracles. Ce lieu allait devenir leur sanctuaire pour les 10 prochaines années. Les premiers jours à Messé sont paisibles. Les moines, heureux d'avoir trouvé refuge, reprennent leur vie rythmée par la prière. Mais ce lieu, censé être un havre de paix, se révèle être rude pour la communauté. En plus d'un climat aride, la mort de leur abbé, le moine Hermantère, en 863, fait naître en eux le désir de trouver un nouveau refuge, le 4e, depuis leur départ d'Hiérault. Avec la mort d'Hermantère vient également la fin de son récit. L'auteur, ayant suivi les reliques depuis le départ de Noirmoutier, décrivait des éléments d'histoire très précis, et ces chroniques sont encore aujourd'hui une source incroyable pour comprendre la tension provoquée par les invasions normandes.
Après sa mort, la suite du récit devient floue et beaucoup d'événements ont été oubliés. Même si le moine Ronan, chargé de tenir le registre de la communauté, donne quelques précisions sur la suite et fin du voyage, c'est seulement en 1080, dans les chroniques de Tournus, qu'un moine, le moine Falcon, décide d'écrire la suite du périple des moines. D'après le moine Falcon, donc, c'est en 872 que les moines reprennent la route pour l'Allier. Ils installent les reliques de Saint Philibert sur leur chariot, et comme pour les voyages précédents, chacune de leurs escales est accompagnée d'une foule de pèlerins. Le 4 janvier 872, les voilà enfin arrivés à l'abbaye de Saint-Pourçain-sur-Sioule. Là encore, c'est Charles le Chauve qui leur donne cette abbaye, par l'intermédiaire de l'abbé Gaillon, proche du roi, devenu abbé des moines de Saint-Philibert, après la mort d'Hermantère. En arrivant, après avoir laissé leurs 80 chariots tirés par des bœufs, comme le décrit le moine Ronan dans ses registres, tous les moines passent sous le linteau de l'église, sur lequel on peut lire des passages de l'évangile de Saint Jean. « Je suis la voie, la vérité et la vie. Je suis la porte des brebis. Qui entrera par moi sera sauvé. » Dans ce lieu, percé par le flot de la Sioule, les moines resteront 4 ans, jusqu'à leur départ pour leur destination finale. En effet, en 875, l'abbé Gaillon souhaite trouver un endroit définitif pour implanter sa communauté. Fatigué d'être traîné de monastère en monastère, habité par la peur d'être attaqué par les Normands et celle de voir les reliques de Saint Philibert profanées, il part pour un voyage dans les environs de Tournus, en Bourgogne, avec l'objectif ferme de trouver un nouveau lieu. Finalement, il découvre sur les rives de la Saône l'abbaye de Saint-Valérien, aux enceintes fortifiées, établie sur une petite colline. Déjà habité par les moines qui honorent la mémoire de Saint-Valérien, il parvient à les convaincre d'accueillir sa communauté. Ainsi, 2 saints seront dorénavant vénérés au même endroit. Mais avant de faire venir le reste des moines, l'abbé Gaillon a besoin de l'accord de Charles le Chauve. Le 19 mars 875, le roi signe un diplôme à l'encre rouge, faisant de Tournus le siège principal de la communauté. En mai, les moines quittent donc l'Allier pour leur nouvelle abbaye. Ce diplôme, que les moines attendaient tant, leur permet de rester définitivement à Tournus, d'installer leur communauté, de mettre les reliques de leur saint patron à l'abri des païens. Cet acte leur donne le droit à l'immunité et à la stabilité, chose qu'ils n'avaient pas eue depuis 39 ans. Le 14 mai 875, les reliques de Saint Philibert entrent triomphalement dans l'abbaye de Saint-Valérien. Ici, en Bourgogne, de nombreuses communautés religieuses étaient déjà venues trouver refuge contre les attaques normandes. Mais elles étaient seulement de passage. Eux, les moines de Noirmoutier, semblent avoir trouvé leur nouveau lieu de vie. Tout au long de leur périple, depuis leur départ de l'île d'Hérault, Charles le Chauve a aidé les moines à trouver de nouveaux lieux pour installer leur communauté. La relation entre le roi et les moines est assez intéressante. En effet, elle met en lumière le lien qui a pu exister au Moyen-Âge entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Les diverses immunités que Charles le Chauve a octroyées aux moines, c'est-à-dire le don de domaines publics dans lesquels personne ne pouvait entrer, lui ont permis de légitimer son pouvoir et ont donné de nombreux avantages aux moines. Ils ne payaient pas d'impôts, ils étaient exemptés des corvées dues au roi et exemptés de la tonlieu, un impôt sur la marchandise. Cette immunité donnait au monastère l'image d'un lieu sacré, hors du temps, hors de l'espace, inatteignable et protégé par le roi. De plus, en aidant les moines en leur octroyant des immunités à des endroits stratégiques, le roi assure des bases pour étendre son territoire. Ainsi s'achève donc la pérégrination des moines de Noirmoutier. Partis en 836 de leur île pour sauver leur vie et les reliques de leur saint patron, ils arrivent à Tournus en 875, après 39 ans de périple. Depuis, les reliques miraculeuses de Saint Philibert reposent dans cette magnifique abbaye de Bourgogne, aujourd'hui encore, lieu de pèlerinage majeur, où les reliques sont toujours grandement vénérées. C'est la fin de ce premier épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire ou en nous envoyant des messages sur les réseaux sociaux. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre page et à bientôt!